Bonjour, donc j'espère tout d'abord que vous allez bien. Sinon, dans cette présentation, je vais traiter la correction de l'examen de l'année dernière. Alors voilà l'examen. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer donc de prendre 1 heure ou 1 heure et demie pour donc faire l'examen. Et ensuite, vous pouvez voir donc la correction. Comme ça, vous n'oublierez jamais la solution. Donc pour la première question du premier exercice, donner la configuration électronique de NE. Donc c'est simple, comme vous l'avez déjà vu en atomistique. Donc Z est égal à 10, donc c'est 1s2, 2s2, 2p6. Alors la deuxième question, établir le diagramme énergétique de la molécule Ne2. Donc que peut-on conclure? Donc, pour établir un diagramme énergétique, comme on expliqué pendant les séances de cours, alors la première chose par laquelle nous commençons, c'est savoir si c'est un diagramme avec interaction SP ou un diagramme sans interaction SP. Donc, c'est une molécule de type A2. Alors, il suffit de comparer Z. Vous avez Z ici qui est supérieur à 7 et l'élément, il appartient à la deuxième période. Donc, c'est un diagramme sans interaction SP. Donc, qui est comme suit. Alors, un diagramme, nous traçons tout d'abord un diagramme sans interaction SP. Bien sûr, on doit faire attention, les sigma Z sont plus stables que Px, Py. Et ensuite, donc, on fait le remplissage des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires. Bien sûr, sur les orbitales atomiques, donc, on met tout simplement la couche de valence 2s2 de P6 et 2s2 de P6. Et ensuite, on remplit donc les orbitales moléculaires selon les règles de remplissage qu'on a déjà, que nous avons déjà expliquées pendant les séances de cours, bien sûr. Alors, nous commençons bien sûr le remplissage des orbitales atomiques les plus stables, etc. Donc, la conclusion, à première vue, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que tout le diagramme, en fait, toutes les orbitales moléculaires de notre diagramme sont remplies. Enfin, toutes les sont remplies. Autrement dit, c'est-à-dire, si vous calculez le NL, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 8 moins 8 sur 2 est égal à 0. Le nombre d'électrons liants, qui appartient bien sûr aux orbitales moléculaires liantes, d'accord, moins le nombre des électrons antiliants, qui appartiennent bien sûr aux orbitales moléculaires antiliantes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous n'avez pas de liaison, autrement dit, NL égale à 0, c'est-à-dire pas de liaison. Et donc, la molécule Ne2 n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, en fait, une molécule, en fait, dans l'ordre de liaison déduit à partir du diagramme énergétique est égal à 0, elle n'existe pas. Pas de liaison entre les deux atomes qui forment cette molécule. Et c'est logique parce que le néon est un gaz rare. Il se trouve dans la nature à l'état atomique. La troisième question, donner la configuration électronique du liant moléculaire Ne2+. Alors, pour donner la configuration d'un liant moléculaire, je vous conseille toujours de commencer par donner la configuration de la molécule et ensuite, on déduit la configuration de l'ion. Donc, voilà la configuration, bien sûr, de Ne2, déduite à partir de votre diagramme énergétique que vous avez tracé. Ensuite, la molécule a perdu un électron qu'on arrache du dernier niveau, qu'on essaie d'enlever du dernier niveau, et on va obtenir donc celle de Ne2+, avec sigma Z étoile à la fin avec un seul électron, parce que la molécule a perdu un électron. Alors, en justifiant votre réponse, comparez la stabilité des ions moléculaires. Alors, Ne2+ et Ne2+. Alors, pour comparer la stabilité, ou bien l'énergie de dissociation, ou bien la distance entre les deux atomes qui forment la molécule, nous nous basons toujours sur le calcul de l'ordre de liaison, ou bien nombre de liaisons NL. Donc, il suffit de calculer NL et comparer, bien sûr, la stabilité.
Alors, je rappelle, bien sûr, plus NL augmente, plus donc la stabilité augmente. Donc, regardez ici, donc NL de Ne2+, c'est égal à 8 moins 7, alors que NL de l'ion moléculaire Ne2 de plus, donc est égal à 8 moins 6, bien sûr, est égal à 1. Donc, autrement dit, donc si on compare le NL de Ne2 de plus, il est supérieur à NL de, donc, de plus. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, l'ion moléculaire, bien sûr, de plus est plus stable que l'ion moléculaire Ne2 plus. D'accord? Donc, ici, vous pouvez le remarquer facilement à partir des orbitales moléculaires. Plus on arrache des électrons, de l'orbital moléculaire antiliante, ça veut dire ici, sur la molécule de départ, on avait 2 électrons sur sigma Z étoile. Quand on est passé, on a arraché un électron, donc on l'arrache, donc on enlève cet électron de l'orbital moléculaire antiliante, donc un électron. Quand on passe à 2+, on va enlever les 2 électrons. Donc, plus vous enlevez des électrons de l'orbital moléculaire antiliante, plus la molécule devient stable. Si on enlève des électrons des orbitales moléculaires liantes, la molécule devient moins stable. Donc, autrement dit, plus l'ordre de liaison est grand, plus la liaison est forte, et par conséquent, la stabilité augmente. Donc, ça, c'est la question numéro 5, les propriétés magnétiques. Alors, les propriétés magnétiques de ces 2 ions moléculaires, donc nous nous basons sur le calcul du spin total. Autrement dit, nous regardons si l'ion moléculaire ou si votre molécule possède des électrons célibataires ou non. S'il possède des électrons célibataires, elle est paramagnétique. S'il ne possède pas des électrons célibataires, elle est diamagnétique. Et donc, en regardant la configuration, à partir de la configuration, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, donc, tous les électrons sont appareillés. Donc, sur chaque orbital moléculaire, vous avez 2, 2. D'accord? Là, vous avez 4, mais vous avez 2 orbitales moléculaires, donc 2, 2. Ici, la même chose, on a 4 électrons, donc 2, 2. La dernière orbitale moléculaire, vous avez un seul électron. Et donc, il va y avoir un spin, donc plus 1,5. Un seul électron avec un spin plus 1,5. Donc, si je calcule le grand S, qui est la somme des spins, donc on va trouver un spin qui est différent de 0. Donc là, vous allez trouver un spin qui est différent de 0, est égal à plus 1,5. Donc, le Ne2 plus est paramagnétique. Alors que pour l'ion moléculaire Ne2 de plus, donc vous remarquez ici, on n'a pas d'électrons célibataires. Donc, vous avez 2 par orbital moléculaire. Ici, la même chose, Px2, Py2, Px étoile 2, Py étoile 2. Et par conséquent, tous les électrons sont appareillés. Si vous faites la somme des spins, vous allez trouver ici la somme des spins égale à 0. Donc, l'ion moléculaire Ne2 de plus est diamagnétique. Pour la 6e question, en se basant sur le diagramme énergétique de la molécule Ne deux fois, bien sûr, donnez l'expression de la fonction d'onde de l'orbitale moléculaire la plus stable et celle de l'orbitale moléculaire la moins stable. Alors, comparez les coefficients sans faire le calcul. Alors, l'orbitale moléculaire la plus stable, c'est celle qui est donc celle qui possède donc la plus basse énergie. Donc, c'est sigma 2s. Et celle qui est la moins stable, c'est celle qui possède, bien sûr, la plus faible énergie, en fait, la plus grande énergie, pardon, ici, d'accord? Et c'est sigma z étoile, bien sûr, qui contient des électrons. Alors, donc, si on veut écrire l'expression de la fonction d'onde sigma 2s, psi sigma 2s, nous regardons tout simplement c'est qui forme cette orbitale moléculaire. Qui forme cette orbitale moléculaire? Elle est formée à partir de 2s de Ne et 2s de l'autre atome Ne. Donc, la combinaison va s'écrire A phi 2s plus B phi 2s. C'est un recouvrement liant, puisque l'orbitale moléculaire, donc sigma 2s, est une orbitale moléculaire liante. Alors maintenant, pour comparer les coefficients, qu'est-ce qu'on regarde? On a
donc d'une molécule homonucléaire, ça veut dire même atome, d'accord? On a Ne, et donc même orbital atomique, 2s, 2s, donc même contribution. Donc A est égal à B. Alors pour l'orbital moléculaire la moins stable, c'est sigma Z étoile. Donc la même chose ici. Donc nous regardons donc sigma Z, il est formé sigma Z étoile, il est formé à partir des orbitales atomiques de PZ et de PZ. Bien sûr, nous prenons de PZ parce que donc par convention, nous prenons toujours l'axe Z, c'est l'axe qui traverse les noyaux. Autrement dit, d'autres peuvent prendre l'axe X et comme ça, on va avoir sigma X étoile Z. Enfin, sigma étoile X. Donc, ça dépend du choix de l'axe qui traverse les noyaux. Alors, ici, bien sûr, c'est une orbitale moléculaire anti-liante, mais avec un plus ici. Parce que si vous revenez donc aux représentations donc faites lors des séances de cours, vous allez trouver pourquoi on a mis un plus. Parce que si vous mettez, ce sont des haltères. Et si vous gardez le même sens, ça veut dire signe positif, on va avoir un recouvrement anti-liant. Un recouvrement destructif. Donc, sinon, pour l'orbital moléculaire sigma Z, il y a un moins ici. Donc ça, vous pouvez revoir donc les présentations donc, du cours. Vous allez comprendre en fait d'où vient donc le signe. Et on doit respecter ce signe. Alors, la même chose pour la contribution, les coefficients. Donc, vous avez une molécule homonucléaire et même orbital atomique de PZ. Donc, la contribution est la même. Et donc, A' est égal à B'. Alors, pour l'exercice numéro 2. Donc, on vous donne la molécule HCN. Bien sûr, l'atome central est l'atome du carbone. Et on vous demande de donner la représentation de Lewis de cette molécule. Alors, comme donc déjà expliqué pendant les séances de cours, la première chose par laquelle on commence, c'est donner la configuration électronique de l'atome central. Cherchez donc la couche de valence et la représenter sous forme de case quantique. Regardez le nombre d'électrons célibataires qui entourent, donc ça veut dire l'atome central. Autrement dit, qu'on possède les atomes qui sont liés à l'atome central. Vous avez donc l'azote, comme ici, donc il possède 3 électrons célibataires. Et bien sûr, l'hydrogène possède un électron célibataire. Donc, on a donc les atomes qui sont liés à l'atome central possèdent 4 électrons célibataires, 3 plus 1. Donc, l'atome central doit dégager 4 électrons célibataires. Donc, pour faire la représentation de Lewis, comme on l'a déjà expliqué, donc une liaison covalente, c'est un électron simple, une liaison covalente simple, c'est donc la combinaison d'un électron célibataire avec un électron célibataire. Alors dans ce cas, le carbone passe à l'état excité. Bien sûr, un électron de 2s va passer donc à 2p. Et bien sûr, on aura donc 4 électrons célibataires. Et comme ça, donc on peut faire la liaison avec les autres atomes, donc une avec l'hydrogène et 3 avec l'azote. Et on peut donner la représentation de Lewis. Bien sûr, on n'oublie pas les paires libres qui restent. Donc par exemple, ici l'azote possède donc une paire libre qui va rester et qu'on doit retrouver ici. Le carbone ne possède pas de paire libre. Donc ici, 0 paire libre. D'accord? Et généralement, on vérifie toujours, s'il vous plaît, donc on trouve toujours la couche de valence. Si vous, par exemple, l'azote possède 5 électrons, on doit trouver 5 électrons. Vous avez 2 plus 1 plus 3 ici. 3 qui ont fait les liaisons. Si vous prenez le carbone, il a 4 électrons sur sa couche de valence. 2s2, 2p2. Donc on doit trouver 4. Donc 1 plus 3 ici, ça fait 4. L'hydrogène possède un seul électron, donc on doit trouver 1. Donc, s'il n'y a pas de charge, on doit toujours vérifier qu'on a toujours la couche de valence qui apparaît autour de l'atome. D'accord? Donc ça, c'est la représentation de Lewis. Alors maintenant, on vous demande, en se basant donc sur cette représentation, déterminer l'état d'hybridation de l'atome central, bien sûr, et la géométrie autour
bien sûr, de cet atome, en fait, autour du carbone, autour du carbone. Alors, bien sûr, ici, on n'applique pas les règles de Gillespie, mais on se base uniquement sur le nombre, bien sûr, de paires non liantes et le nombre de liaisons sigma. Autrement dit, le nombre d'atomes qui sont liés à l'atome central, à l'atome étudié. Ici, autour du carbone, nous avons 0 paire libre. Et il est lié à 2 atomes, donc n plus m est égal à 2. Je rappelle, petit n, c'est le nombre de liaisons sigma, ou bien le nombre d'atomes qui sont liés à l'atome central. Toujours, on a une liaison sigma par atome lié à l'atome central, ou par ligand. Et petit m, généralement, donc on définit par petit m le nombre donc de paires non liantes, le nombre de paires libres autour de l'atome étudié. Ici, vous avez 0. Donc, n plus m égale à 2. Comme je l'avais déjà expliqué, le carbone est hybridé sp. D'accord? Donc, si vous trouvez, par exemple, ça c'est déjà un petit rappel, si vous trouvez n plus m égale à 3, donc c'est sp2. Si vous trouvez n plus m égale à 4, c'est sp3. Si vous trouvez n plus m égale à 5, c'est sp3d. Si vous trouvez n plus m égale à 6, c'est sp3d2, etc. D'accord? Donc, sans passer par le calcul de la formule de Gillespie, la forme de base, etc. Alors maintenant, la géométrie. Bien sûr, la géométrie, comme c'est une molécule où le carbone ne possède pas de paire libre. C'est comme on a AXN. Il n'y a pas de E. D'accord? Donc, le nombre, à partir de ce nombre n plus m, directement, vous pouvez donc déduire. La forme de base, c'est la géométrie. On a n plus m égale à 2, forme de base linéaire. Puisqu'on a autour du carbone, on n'a pas de paire libre. Donc, n plus m égale à 2, directement, la molécule est linéaire autour du carbone. Autour, bien sûr, de l'atome central étudié. Ou bien, vous pouvez écrire, on a n égale à 2 et m égale à 0. Donc, la formule de Gillespie, c'est AX2. Donc, la forme ou géométrie est linéaire. Donc, ça, comme vous voulez. Donc, ça, c'est simple. Alors, pour la troisième question, bien sûr, quels sont les orbitales atomiques responsables de la formation de la liaison Cn dans la molécule HCN? Alors, pour répondre à cette question, moi je conseille bien sûr, je rappelle la représentation de Lewis de la molécule HCN. Et comme vous voyez, donc, la liaison Cn est assurée par 3 types de liaisons. Alors, pour comprendre un petit peu et savoir les orbitales atomiques qui sont responsables donc, de chaque liaison, moi je vous conseille d'apprendre à donc, schématiser le recouvrement de la molécule. Alors, schématiser le recouvrement, c'est simple. Donc, je rappelle, donc le carbone, il est hybridé sp. Donc, 2 orbitales T1 et T2, linéaires. D'accord? L'azote aussi, il est hybridé sp. Donc, ici, vous avez l'azote. Quand vous prenez l'azote, il est entouré par une paire libre et il est lié à un seul atome, le carbone. Donc, une seule liaison sigma, qui est au milieu, la première. Donc, si vous prenez n plus m, autour de l'azote, c'est 2. Donc, il est hybridé sp. Donc, quand on dit un élément de la deuxième période qui est hybridé sp, les autres orbitales qui vont rester, donc un élément de la deuxième période se termine par sa couche de valence et 2s2, enfin 2s, 2p. Donc, dans 2p, on a 2px, 2py et 2pz. Donc 2pz, puisqu'il est sur l'axe, on prend toujours nous l'axe z, c'est l'axe qui traverse les noyaux. Donc 2pz avec 2s vont s'hybrider, vont se mélanger et ils vont donner des orbitales atomiques hybrides. D'accord? Donc ici, par contre, les autres, ils vont rester purs. Donc pi, ici comme vous voyez pi, ici et ici pi. Donc ici py, px. Donc ces orbitales qui vont rester purs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire donc d'un recouvrement latéral, ils vont faire la liaison pi. Donc voilà, vous avez donc si vous prenez la liaison entre le carbone et l'azote, donc la liaison sigma, elle se fait donc sur l'axe. C'est un recouvrement axial. Elle va se faire entre par exemple T1 du carbone et T2 de l'azote, ou bien un orbital atomique sp du carbone, un orbital atomique sp de l'azote. Quand on prend les autres types de liaisons qui vont rester, pi, pi.
Alors, double liaison, triple liaison, donc ce sont des liaisons qui sont formées par un recouvrement, en fait, par des recouvrements latéraux. La première entre, par exemple, PY, PY, la deuxième entre PX, PX. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple la liaison entre C et H, alors le H, il ne s'hybride pas. Vous avez un seul atome, enfin un seul orbital atomique, une seule orbitale atomique, un S. Donc, la liaison entre C et H, elle est formée à partir de 1S de H et SP du carbone. Voilà. Donc, pour répondre donc à cette question, pour donner donc la réponse, vous pouvez donc dire que la liaison CN est formée par une liaison de type sigma. D'accord? Une liaison de type sigma, c'est là. Donc, c'est la liaison, la première liaison qui se forme. Donc, formée à partir d'un recouvrement axial entre une orbitale atomique sp du carbone et une orbitale atomique sp de l'azote. Quand on prend les deux autres liaisons, donc deux liaisons pi, donc la première est formée à partir d'un recouvrement latéral entre les orbitales atomiques donc de px, de px de C et de px de l'azote. Donc c'est ce recouvrement. D'accord? Ce recouvrement, on peut le schématiser ici. D'accord? Entre px, px, enfin de px, de px. D'accord? Et la deuxième est formée à partir d'un recouvrement latéral entre les orbitales atomiques de py du carbone et de py de l'azote. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une orbitale atomique qui reste en fait hybride pur. Enfin libre, pardon, libre. Voilà. Donc comme j'ai dit, il faut savoir schématiser le recouvrement, c'est très important. Alors la deuxième partie de l'exercice, maintenant si on remplace bien sûr dans HCN, l'atome H par le groupement OH, on forme la molécule bien sûr OHCN, OHOCN. Donc j'ai noté, donc on a noté donc cette notation parce que cette molécule, en fait, cette question, la plupart des étudiants lors de la correction n'ont pas pu répondre à cette question. Bon, si simple, la première chose par laquelle on commence, c'est tracer la molécule, dessiner la représentation, donner la représentation de Lewis de la molécule. Comme je vous ai conseillé, pour appliquer les règles de Gillespie, si on se trompe, si on n'arrive pas à faire la représentation de Lewis correctement, on ne peut pas répondre aux questions correctement. À partir de Lewis, on peut tout voir, tout. Donc, alors, on va commencer. L'oxygène, comme vous le savez, bien sûr, donc l'oxygène, la 2 électrons célibataires. Donc, avec H, qu'est-ce qu'il va former? Le groupement OH. Donc, c'est le groupement OH. C'est HO ou bien le groupement OH. Avec un seul électron qui va rester célibataire ici. Si on enlève, donc, H, on va essayer d'enlever H. On casse cette liaison. D'accord? On va casser cette liaison. Bien sûr, une liaison, je rappelle, c'est deux électrons. Un électron de H et un électron du carbone. Donc, si vous enlevez donc, le H, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester le carbone avec un seul électron célibataire. Et par conséquent, on peut former donc la liaison. Donc, directement, un électron célibataire avec un électron célibataire forme une liaison simple, covalente. Et on obtient bien sûr la représentation de Lewis. Bien sûr, donc la représentation de Lewis, le carbone, enfin l'oxygène, et il lui reste donc deux paires libres qui sont là, d'accord, deux cases pleines, et qui vont être autour de l'atome d'oxygène. Et c'est très important. Donc, ou bien, donc tout simplement, quand on dit on remplace donc H par OH, c'est simple. Je vous dessine donc déjà ACN, vous le connaissez, ces trois liaisons, et vous mettez donc une liaison avec le O et le OH. Et bien sûr, là c'est le détail, d'où ça vient, comment on peut former donc le groupement OH, quel est le nombre de liaisons qu'il peut former, etc. D'accord? Donc maintenant, on peut, donc en appliquant, c'est souligné ici, donc en appliquant les règles de Gillespie. Mais, donc, donner l'hybridation. À partir de la représentation de Lewis, vous pouvez tout voir. Regardez autour de l'oxygène. Vous avez deux paires libres, donc M est égal à 2, et vous avez deux liaisons sigma, simple. Donc, vous avez N plus M est égal à 4. Donc, c'est une hybridation SP3. D'accord? Donc, directement,
Mais en appliquant les règles du GSP, vous pouvez donc commencer par appliquer le calcul. Donc, les électrons de valence de l'oxygène, c'est 6. Donc, vous avez 2s2, 2p4. D'accord? 6 électrons. Plus combien de ligands ou bien de liaisons sigma? Vous avez 2 ligands, H et le carbone. Plus 2. Toujours par atome ou par ligand, ça veut dire l'atome qui est lié à l'atome étudié. Dans notre cas ici, c'est l'oxygène. C'est toujours, on a une liaison sigma. La première liaison qui se forme, c'est donc la liaison, donc le recouvrement axial, et donc qui donne un recouvrement qui est cylindrique et qui est note par sigma. Donc si vous prenez alors, est-ce qu'il y a des charges autour de l'oxygène? Est-ce qu'il y a des charges? Non. Est-ce qu'il y a des liaisons pi? Non. Donc ici on va mettre 6 plus 2 est égal à 8. Donc n plus m, ça c'est le nombre d'électrons. 8 c'est le nombre d'électrons. Nous on cherche le nombre de paires. Paires c'est 2 électrons. Donc n plus m est égal à 8 sur 2 est égal à 4. Or, bien sûr, n est égal à 2. Vous avez 2 atomes qui sont liés à l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Donc m est égal à 2. La formule du Gillespie, c'est AX2E2. D'accord? Donc la forme de base est tétraédrique, puisqu'on a n plus m est égal à 4. D'accord? Donc, l'oxygène est hybridé sp3. Bon, vous pouvez répondre directement à partir de là. À partir de là, quand vous trouvez n plus m égale à 4, vous pouvez directement donc dire que l'hybridation de l'atome d'oxygène est une hybridation sp3. Bien sûr, donc il y en a qui exigent donner la formule du Gillespie, en plus passer par la forme de base, parce que l'hybridation et la forme de base sont liées. Non, pas la géométrie réelle, hein. Parce que si vous prenez la géométrie réelle autour de l'oxygène, ce n'est pas un tétraèdre, c'est une forme en V. C'est une forme en V. Ici, ce n'est pas demander la géométrie, mais la forme de base, c'est la forme de base, on l'a déduit à partir de n plus m. On a 4. Normalement, quand on dit la forme de base, c'est la forme qu'on peut prévoir. Normalement, on va former donc autour de l'oxygène un tétraèdre. Donc, ça veut dire, donc vous avez 4 orbitales, en fait, 4 paires qui sont orientées donc dans un tétraèdre, au sommet d'un tétraèdre. D'accord? Et quand on dit un tétraèdre, bien sûr, l'atome au centre de ce tétraèdre, elle est hybridée sp3. Bon, vous pouvez donc, il y a plusieurs façons de répondre, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout savoir donc tracer ou dessiner la représentation de Lewis correctement de la molécule. Après, vous aurez donc la réponse facilement. Alors, la deuxième question de cette deuxième partie, déterminer la valeur théorique de l'angle de liaison, COH. Bien sûr, dans HOCN. Justifiez votre réponse. Comme on a dit, on a trouvé déjà n plus m est égal à 4. Alors, l'oxygène est hybridation. Donc, la forme, quand on dit c'est une équivalence. Donc, la forme de base est tétraédrique. Donc, l'angle théorique, bien sûr, doit être normalement 109,28. Voilà, ça c'est l'angle. Ça veut dire sans voir la géométrie réelle, sans chercher la géométrie réelle, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Quel est l'angle normalement qu'on doit trouver? Alors, pour chercher l'angle théorique, il suffit de se baser sur l'hybridation. sp3, c'est un tétraèdre. Donc, l'angle normalement entre les liaisons, c'est 109,28. Mais dans la réalité, c'est autre chose. On va voir ça. Alors, ou bien, c'est un tétraèdre. Donc, quand on dit sp3, forme de base, c'est tétraédrique. Donc, l'angle théorique, normalement, qu'on doit trouver, c'est 109,28. Alors, maintenant, on vous demande de comparer cette valeur théorique qu'on a trouvée ici, donc prévoir, en fait, à la valeur réelle. Alors, et là, il faut penser aux règles qu'on a vues donc, lors de la présentation du cours, en fait. Il faut donc se rappeler des règles. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, lorsqu'un atome est entouré par des paires libres, alors, bien sûr, on aura un changement donc au niveau de l'angle. On aura une influence sur l'angle de liaison. Alors, plus, bien sûr, les paires libres occupent plus d'espace par rapport aux paires liantes. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, la répulsion, donc comme vous voyez ici, donc la répulsion
donc entre ces paires libres qui sont là et les paires liantes, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Ils vont entraîner une diminution donc de l'angle de liaison. Donc ils vont faire diminuer donc l'angle COH. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc l'angle réel, normalement, de cette, autour de l'oxygène, est inférieur à 109,28. Est inférieur à la valeur donc théorique. Alors l'exercice numéro 3 traite bien sûr les composés de coordination. Bien sûr, comme on l'avait signalé au cours, donc c'est une introduction programmée dans le programme de la première année, donc aux composés de coordination. Alors je rappelle un composé de coordination. Il est formé par donc un atome central, généralement donc un cation métallique, d'accord? Donc c'est un métal chargé positivement, lié par des liaisons datives à un atome ou à un groupement d'atomes, c'est-à-dire molécules, d'accord, appelé ligand. Ici, par exemple, dans l'exemple qu'on a ici, on a CuNH3 deux fois plus, donc le ligand, c'est une molécule qui est NH3. Et bien sûr, la première chose par laquelle on doit commencer, c'est chercher la charge, la charge de l'atome central. Si vous avez une molécule qui est neutre, bien sûr, donc la charge du cation métallique, c'est tout simplement la charge du complexe, du composé de coordination. D'accord? Comme ici, si vous mettez par exemple la charge de Cu, c'est donc X par exemple plus 2 fois 0, parce que NH3 c'est une molécule neutre, égale à plus 1. Donc vous allez trouver donc la charge du cuivre, c'est plus 1. Donc l'atome central, c'est Cu+. Donc l'atome central, c'est un cation métallique. Alors, quand on parle, chercher la géométrie de ce composé. Donc, pour trouver la géométrie dans les composés de coordination, on ne va pas appliquer les règles de Gillespie comme ce qu'on avait fait pour les molécules simples, etc. D'accord? Mais ici, on se base tout simplement sur le nombre de ligands. Sur le nombre de ligands, bien sûr, c'est-à-dire que ce soit un atome ou une molécule. Ici, par exemple, on a le nombre de ligands, c'est 2. D'accord? Donc, comme on avait déjà signalé donc, pendant les séances de cours, donc vous avez un tableau. Donc, quand n égale à par exemple 2, c'est linéaire. Quand n égale à 4, ça peut être donc plan carré ou tétraédrique. Quand n égale à 6, par exemple, c'est un octaèdre, etc. D'accord? Donc ça, ce sont des exemples. Donc, tout simplement, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce complexe, bien sûr, la géométrie de ce composé est linéaire, car le nombre de ligands est égal à 2. D'accord? Donc ça, c'est simple. Alors, la deuxième question, qui est la formation des liaisons. Expliquer la formation des liaisons cation-ligand. Et bien sûr, déduire l'hybridation de l'atome central. Alors, je rappelle toujours, dans les composés de coordination, la liaison qui lie donc l'atome central avec le ligand, c'est une liaison covalente dative. Et qui dit liaison covalente dative, ça veut dire qu'il y a un donneur et un accepteur, ou bien un récepteur. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le ligand, c'est lui qui donne. Donc, c'est lui qui donne, bien sûr. Donc, le ligand, ici, NH3, c'est le ligand, il va donner, donc, il va faire une liaison dative avec l'atome central qui est Cu+. Par conséquent, donc, l'atome, en fait, central doit avoir des cases vides, et le ligand doit avoir une paire libre pour réaliser une liaison dative. Alors, la première chose par laquelle on doit commencer, c'est chercher la configuration électronique de l'atome central. Autrement dit, la couche de valence, pour dégager donc les cases vides. Alors, avant donc de donner la configuration de l'atome central qui est Cu+, on commence toujours par donner la configuration de l'atome à l'état métallique. Donc, c'est Cu est égal à Z est égal à 29. Donc, vous allez trouver donc la configuration, bien sûr, pour le cuivre. Pour le cuivre, normalement, quand on applique la règle de Kleczowski, vous allez trouver 3D9, 4S2. Et comme cet élément, il fait exception. On avait déjà expliqué ça lors des séances de l'atomistique. Donc 3D9, 4S1 devient, enfin 4S2 devient 3D10, 4S1. Parce que donc D, l'orbital atomique D à moitié rempli ou totalement rempli est plus stable. Et comme ça, s'il manque un électron pour compléter D, donc il va passer de 4S à 3D.
ou bien si vous trouvez 3D4, 4S2, donc la vraie configuration devient 3D5, 4S1. D'accord? Donc ici, la vraie configuration, c'est 3D10, 4S1, au lieu de 3D9, 4S2. Et ensuite, bien sûr, pour trouver la configuration de l'atome central qui nous intéresse, c'est on arrache un électron, l'atome a perdu un électron, donc on l'arrache cet électron du dernier niveau. 4, niveau le plus périphérique, le plus externe. Donc c'est le niveau dont n est le plus, bien sûr, donc le plus grand. Donc le nombre principal, le nombre quantique principal n, le plus grand. Donc ici 4s, donc on va perdre cet électron, l'atome va perdre cet électron, et bien sûr, la configuration devient comme suit. Alors la couche de valence, bien sûr, c'est 3D10, 4S0. Pourquoi je mets 4S0? Comme j'ai dit, on a besoin de dégager des cases quantiques. On a besoin de dégager, bien sûr, des cases quantiques vides. Et comme on peut rajouter ici 4S, ensuite les orbitales qui vont venir par la suite, 4P, ensuite 4D si on a besoin, si on a plus un nombre de ligands plus élevé, donc on rajoute 4D, 0. D'accord? Comme ça, on va avoir donc des cases vides. Parce que les liaisons sont des liaisons datives. Donc une paire libre, comme ici, donc ici, vous voyez, donc l'azote possède une paire libre. Donc si vous faites la représentation de Lewis de NH3, si vous revenez aux représentation de NH3, donc déjà faite lors des séances de cours, vous allez trouver que l'azote donc possède une paire libre. Et donc avec cette paire libre, il peut former donc une liaison dative avec une case vide de l'atome central du cuivre Cu+. D'accord? Donc on a deux ligands, donc deux liaisons. D'accord? Si on a 4, on va rajouter 4 ligands ici. D'accord? Donc, etc. Et donc là, vous voyez ici, donc, vous avez formé, on a expliqué comment donc ce complexe se forme. D'accord? Alors, l'hybridation, bien sûr, les cases quantiques qui participent à la liaison s'hybrident. On a ici deux cases, deux orbitales atomiques. Vous avez la 4s et la 4p. Autrement dit, donc, ce sont les deux orbitales qui vont participer à la liaison. Donc, ces deux orbitales vont s'hybrider, vont se mélanger, ils vont donner deux liaisons identiques, équivalentes, etc. D'accord? Donc, l'hybridation, on l'a déduit tout simplement à partir des orbitales atomiques qui ont formé la liaison. Ici, vous avez S et P, donc c'est une hybridation SP. L'atome central est hybridé SP. Voilà. Alors, donner les propriétés magnétiques de ce composé, comme on l'avait déjà signalé lors de la théorie des orbitales moléculaires, la même chose. Dire qu'un composé de coordination est diamagnétique, ça veut dire que tous les électrons sont célibataires, sont pas appareillés, pardon. Pas d'électrons célibataires. Si vous avez des électrons célibataires qui restent ici, donc ça veut dire que votre composé de coordination est paramagnétique. Alors, dans notre cas ici, pas d'électrons célibataires, donc ce composé est diamagnétique. D'accord? Donc ça, c'est très important. Bien sûr, si on vous demande parfois le type de liaison qui assure donc au responsable donc de la liaison dans ces composés de coordination, ce sont des liaisons datives, d'accord, entre le ligand et l'atome central. Voilà, donc j'arrive à la fin donc, de cette présentation de la session normale. Et bien sûr, vous avez mes coordonnées s'il y a des questions que je peux encore développer ou d'autres sujets. D'accord? Alors, au revoir et à bientôt.